L'histoire qui suit est une œuvre de fiction. Le narrateur, Thomas, nous raconte comment un héritage inattendu a bouleversé sa vie et ravivé des blessures familiales profondes. En mars dernier, à la mort de mon oncle Richard, j'ai hérité d'une somme qui a fait basculer ma vie, près de 4,5 millions d'euros. 2 jours après les obsèques, mon fils Daniel, que je n'avais pas vu depuis 12 ans, a débarqué à l'étude du notaire avec sa petite amie et leur propre avocat, exigeant la moitié de l'héritage. Il prétendait qu'en tant que seul autre neveu vivant de l'oncle Richard, il avait les mêmes droits que moi sur la succession. Mais mon oncle avait laissé une enveloppe scellée à son notaire, avec des instructions précises. Elle ne devait être ouverte que si quelqu'un venait à contester le testament. Laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai 62 ans aujourd'hui, et l'oncle Richard n'était pas seulement mon oncle. Il m'a pratiquement élevé. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans, sur l'A6, en pleine tempête de neige. L'oncle Richard était le grand frère de mon père, un ancien militaire, un de ces durs à cuire qui avait servi chez les casques bleus. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant. Quand mes parents sont morts, il n'a pas hésité une seconde. Il m'a recueilli, a quitté son petit appartement de Brest pour une modeste maison dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, juste pour que je puisse rester dans la même école, avec les mêmes amis. Il n'était pas du genre tendre. L'oncle Richard croyait en la discipline, au travail et au sens des responsabilités. Chaque matin d'hiver, il m'obligeait à déblayer la neige de l'allée avant de partir à l'école. Il m'a poussé à trouver un petit boulot à 15 ans. Il m'a appris à tenir un carnet de comptes avant même que je sache conduire. Quand je voulais quelque chose, il disait « Tu le veux ? Alors économise. » Pas de cadeau, pas de raccourci. C'est grâce à lui que je suis devenu expert comptable. Un travail stable, une vie honnête, disait-il. J'ai rencontré ma femme, Sophie, à 25 ans, et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Daniel est né quand j'en avais 28. Pendant des années, la vie a été belle. Sophie était infirmière à l'hôpital Édouard Herriot. Nous avions une petite maison à Calure et Cuire. Rien d'extraordinaire, mais c'était chez nous. Daniel a bien connu son grand-oncle. Chaque dimanche soir, Richard venait dîner. Il apportait toujours les mêmes pastéis de nata de cette pâtisserie portugaise de la rue Garibaldi. Mais quelque chose a changé chez Daniel au début de sa vingtaine. Il a commencé à fréquenter des gens que l'oncle Richard désapprouvait. Il a lâché son IUT de gestion en plein milieu et n'arrêtait pas de nous demander de l'argent pour investir dans des combines qui ne menaient jamais à rien. Chaque dimanche, mon oncle le mettait sur le grill. « C'est quoi ton plan, Dany ? Ça va où tout ça ?» Daniel détestait ça. Il détestait les questions, détestait devoir rendre des comptes. Un dimanche, alors qu'il avait 23 ans, l'oncle Richard l'a interrogé sans détour sur un prêt de 4 000 € que je lui avais fait le mois précédent. « Ton père travaille dur pour gagner son argent. Qu'est-ce que tu en as fait ?» Daniel a explosé. Il a traité mon oncle de vieil homme autoritaire qui devait se mêler de ses affaires. Il a dit des choses que je ne répéterai pas. Puis il a claqué la porte. Ce fut le dernier dîner du dimanche auquel Daniel assista. 6 mois plus tard, il était parti. Il a juste pris ses affaires, vidé son compte en banque et disparu. Sophie a pleuré pendant des semaines. J'ai engagé un détective privé. J'ai découvert que Daniel avait déménagé à Marseille. Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il avait besoin de prendre ses distances avec la famille, qu'il appellerait quand il serait prêt. C'était il y a 12 ans. Durant ces 12 années, Daniel a peut-être appelé 3 fois. Jamais pour les anniversaires, jamais pour Noël. Sophie est morte il y a 4 ans, d'un cancer du sein. J'ai appelé Daniel pour lui dire que sa mère était en train de mourir. Il a dit qu'il essaierait de venir. Il n'est jamais venu. Pas même pour l'enterrement. Mais l'oncle Richard était là, lui. À 84 ans, debout à côté de moi sous la pluie, aux funérailles de Sophie. On lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson à ce moment-là, et ses mains tremblaient quand il les a posées sur mon épaule. « Tu m'as encore, Thomas », m'a-t-il dit. « Je ne vais nulle part. » Mais la maladie de Parkinson est cruelle. Pendant les 5 années qui ont suivi, j'ai vu cet homme fort et indépendant perdre lentement le contrôle de son corps. Têtu comme une mule, il refusait d'aller en maison de retraite. Alors j'ai pris ma retraite anticipée à 58 ans et j'ai emménagé dans sa maison de la Croix-Rousse. Je suis devenu son aide-soignant.
Je l'aidais à manger, à se laver, je gérais ses médicaments. Une médecin formidable, le docteur Hélène Pasquier, passait 2 fois par semaine. Elle était patiente, douce, jamais pressée. L'esprit de mon oncle est resté vif, même quand son corps le lâchait. On s'asseyait dans son salon pour regarder les matchs de l'Olympique lyonnais, même s'il nous brisait le cœur chaque saison. Il me racontait des histoires sur mon père, des choses que je n'avais jamais entendues. « Ton père serait fier de toi, Thomas », m'a-t-il dit un soir, la voix chevrotante. « Tu es resté. Tu n'as pas fui quand les choses sont devenues difficiles. C'est ça, avoir du caractère. » Il s'est éteint un soir de mars, paisiblement dans son sommeil. Le docteur Pasquier était passé la veille. Elle m'avait prévenu que c'était pour bientôt. Je lui ai tenu la main cette dernière nuit, je lui ai dit que je l'aimais, je l'ai remercié pour tout. Quand sa respiration s'est arrêtée, juste après minuit, je suis resté assis là pendant 1 heure avant d'appeler qui que ce soit. Juste assis, à tenir la main de l'homme qui m'avait sauvé. Les obsèques furent modestes. Quelques amis vétérans de mon oncle, quelques voisins, le docteur Pasquier. Pas de Daniel. Je n'ai même pas essayé de l'appeler cette fois. 1 semaine plus tard, le notaire de l'oncle Richard, maître Dubois, m'a convoqué à son étude de la rue de la République pour la lecture du testament. C'était un mardi matin gris, typique du printemps lyonnais. J'y suis allé en métro, je me suis assis dans la salle d'attente, m'attendant à quelque chose de simple. Mon oncle m'avait dit des années auparavant que j'hériterais de la maison et de ce qui lui resterait d'économie. Je ne m'attendais pas à 4,5 millions d'euros. Maître Dubois me l'a expliqué calmement, en faisant glisser des documents sur son bureau en acajou. L'oncle Richard avait été incroyablement économe toute sa vie. Ça, je le savais. Ce que j'ignorais, c'est qu'il avait investi judicieusement pendant des décennies. Fonds indiciels, actions à dividendes, sans jamais toucher au capital. La maison, payée depuis 30 ans, valait maintenant près de 600 000 euros. Son portefeuille d'investissement, 3,5 millions. Sa retraite et son assurance vie, encore 400 000 euros. Montant total de la succession après impôts et frais, près de 4,5 millions d'euros. Je suis resté là, à fixer le chiffre sur le papier. L'oncle Richard, qui avait porté le même manteau d'hiver pendant 20 ans, qui réparait sa propre plomberie pour économiser, qui achetait le pain de la veille en promotion, avait discrètement amassé une fortune. « Il voulait que vous ayez tout, Thomas », a dit maître Dubois, « jusqu'au dernier centime. » Son testament est très clair à ce sujet. J'étais encore en train de digérer l'information quand la secrétaire du notaire a frappé à la porte. « Maître, il y a 3 personnes qui se présentent comme étant de la famille du défunt. Ils disent devoir être présents pour la lecture du testament. » Mon cœur s'est serré avant même que je ne le voie. Daniel est entré dans ce bureau comme en terrain conquis. Il avait changé, plus costaud, vêtu d'une veste en cuir qui semblait chère. Derrière lui, une femme que je n'avais jamais vue, la trentaine, blonde, un sac de luxe à la main, et derrière elle, un homme en costume avec une mallette. « Papa » a dit Daniel, sans même paraître surpris de me voir. « Daniel ?» Je ne pouvais cacher la froideur dans ma voix. « Désolé du retard » a-t-il lancé en s'installant dans un fauteuil. La circulation était un enfer. Vanessa et moi venons d'arriver de Marseille ce matin. Il a fait un geste vers la femme blonde qui m'a gratifié d'un sourire crispé. « Voici ma fiancée, Vanessa, et notre avocat, maître Lombard. Aucun lien de parenté, a-t-il ajouté avec un rire qui m'a glacé le sang. » Maître Dubois s'est éclairci la gorge. « Je n'étais pas informé de la présence d'autres parties. L'avocat Lombard s'est avancé. Monsieur Daniel Morin est le neveu du défunt, Richard Morin. En tant que proche parent, il a tout à fait le droit d'être présent et de comprendre la répartition des biens. »« Le testament a déjà été lu, » a répondu maître Dubois avec prudence. « Monsieur Thomas Morin est l'unique bénéficiaire. »« C'est impossible, » a lâché Daniel, son masque amical commençant à se fissurer. « Je suis aussi le neveu de l'oncle Richard. J'ai des droits. »« Tu n'as pas vu l'oncle Richard depuis 12 ans, ai-je dit doucement. »« Ça n'a aucune importance, » a coupé Vanessa, la voix tranchante. « La famille, c'est la famille. On ne peut pas juste déshériter son propre neveu. »
En réalité, si, a dit Maître Dubois. En France, on le peut tout à fait. Richard Morin était saint d'esprit lorsqu'il a rédigé ce testament. Il a spécifiquement nommé Thomas Morin comme son seul et unique héritier. Il n'a rien laissé à Daniel Morin. Le visage de Daniel est devenu écarlate. C'est de la folie. Il était malade, il avait Parkinson. Son esprit n'était manifestement plus clair. Nous contestons ce testament, maître. L'avocat sortit des papiers de sa mallette. Nous déposons une plainte pour abus de faiblesse et absence de capacité à tester. Étant donné le diagnostic de M. Richard Morin et la position de M. Thomas Morin en tant qu'aide-soignant, il y a des motifs évidents pour soutenir que le défunt n'était pas sain d'esprit et a potentiellement été contraint. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Contraint? Je me suis occupé de lui pendant 5 ans. Je lui changeais ses... Je me suis arrêté, trop en colère pour continuer. Maître Dubois a levé la main. « Monsieur Morin, Daniel, vous avez le droit de contester. Cependant, je dois vous informer que Richard Morin avait anticipé cette possibilité. Il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti une enveloppe Kraft scellée. Dessus, l'écriture de mon oncle. À n'ouvrir que si Daniel conteste le testament. » Les yeux de Daniel se sont plissés. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je l'ignore, » a dit Maître Dubois. « J'ai reçu des instructions strictes. Si personne ne contestait, cette enveloppe devait être détruite. Mais si quiconque, et plus spécifiquement Daniel Morin, contestait, je devais l'ouvrir en présence de toutes les parties. « Ouvrez-la, » a ordonné Daniel. Maître Dubois a rompu le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre, rédigée de l'écriture tremblante de mon oncle, et une clé USB. Le notaire a lu la lettre à voix haute. « Acquis de droit. Si vous lisez ceci, cela signifie que Daniel est réapparu après ma mort pour réclamer un argent qu'il n'a pas gagné et qu'il ne mérite pas. Je suis parfaitement sain d'esprit au moment où j'écris ces lignes. Le docteur Hélène Pasquier peut en attester, puisqu'elle contresigne ce document aujourd'hui. Je suis atteint de la maladie de Parkinson, qui affecte mon corps, pas mon cerveau. J'ai tout légué à Thomas parce qu'il l'a mérité. Il est resté quand tous les autres sont partis. Daniel a abandonné cette famille il y a 12 ans. Il n'est pas venu quand sa mère se mourait. Il n'est pas venu à son enterrement. Il ne m'a pas appelé une seule fois en 12 ans. Cependant, je ne suis pas sans pitié. La clé USB contient une vidéo que j'ai enregistrée il y a 2 semaines. Elle contient également un leg conditionnel. Maître Dubois a branché la clé USB sur son ordinateur et a tourné l'écran pour que nous puissions tous voir. L'oncle Richard est apparu, assis dans son salon. Ses mains tremblaient, mais son regard était clair. Le docteur Pasquier se tenait à côté de lui, le visage solennel. « Daniel, » a commencé la voix enregistrée de mon oncle, faible mais ferme. « Si tu regardes ça, c'est que tu es revenu pour mon argent. Pas pour mes obsèques, mais pour l'argent. Je veux que tu saches une chose. Je te pardonne d'être parti. Je te pardonne d'avoir manqué la mort de ta mère. Je te pardonne 12 ans de silence. Mais le pardon ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences. Je te lègue 75 000 €. Mais il y a des conditions. Tu dois effectuer une année de bénévolat dans un EHPAD pour anciens combattants, ici, à Lyon. Tu travailleras avec des vétérans âgés, tu les aideras à manger, à se laver. Tu feras le travail que ton père a fait pour moi. Si tu termines l'année complète, et que le directeur de l'établissement le confirme, les 75 000 € seront à toi. Si tu refuses, si tu abandonnes, l'argent ira au docteur Hélène Pasquier, qui m'a montré plus de gentillesse en 2 ans que tu ne l'as fait en 12. Le choix t'appartient. Tu as 72 heures pour accepter. Le compte à rebours commence. La vidéo s'est terminée. Le silence était total. Daniel fixait l'écran, le visage déformé par la colère. Vanessa lui a agrippé le bras. « 75 000 € » a-t-elle sifflé. « C'est tout? Sur plus de 4 millions ?»
72 heures, a dit doucement Maître Dubois. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour me notifier votre décision. C'est ridicule. Daniel s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Cette vidéo ne prouve rien. On maintient la contestation. Maître Lombard, on y va. L'avocat semblait moins sûr de lui. Monsieur Morin, cette vidéo est une preuve assez convaincante de sa capacité à tester. Je m'en fiche, a hurlé Daniel. Trouvez un moyen, c'est pour ça que je vous paye. Ils sont partis. Je suis resté là, tremblant. Maître, peuvent-ils vraiment gagner? Peu probable. Cette vidéo est une preuve solide. Cependant, une procédure peut prendre des années. Ce sera coûteux et stressant. Qu'ils essaient, ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma propre voix. Mon oncle savait exactement ce qu'il faisait. Pendant les 3 jours suivants, j'ai attendu. Vendredi midi est arrivé, puis passé. Maître Dubois m'a appelé. Daniel Morin n'a pas accepté les conditions. Les 75 000 € seront transférés au docteur Hélène Pasquier, conformément aux instructions. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la notification. Daniel allait de l'avant avec sa contestation. Les mois qui ont suivi ont été épuisants. Audition, expertise, le témoignage du docteur Pasquier. Elle a été remarquable. 7 mois après la mort de Richard, le juge a rendu sa décision. Le testament était valide. La contestation de Daniel était rejetée. Il a été condamné à payer les frais de justice, près de 60 000 €. Je pensais que c'était la fin, mais 3 jours après le jugement, Daniel m'a appelé. « Papa, est-ce qu'on peut parler ?» J'ai failli raccrocher, mais quelque chose dans sa voix semblait différent. « Qu'est-ce que tu veux, Daniel ?»« Je suis à Lyon. Vanessa m'a quitté. Le jour même du jugement. Elle est partie avec la moitié de ce qui me restait. Je suis fauché, papa. Dans un hôtel miteux près de l'autoroute. Je me demandais si on pouvait se voir. Juste pour un café, s'il te plaît. » Contre toute attente, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café du quartier. Il était méconnaissable. « Je suis désolé, » a-t-il dit avant même de s'asseoir. « Tellement désolé, papa, pour tout. J'ai laissé la cupidité me transformer en quelqu'un que je ne reconnais plus. L'oncle Richard avait raison. Je suis revenu pour l'argent. Et maintenant, j'ai tout perdu. Et le pire, c'est que je t'ai perdu. La seule famille qui me restait. Tu as perdu ça il y a 12 ans, ai-je dit calmement. Je sais. Il pleurait sans même essayer de le cacher. Je ne peux pas réparer 12 ans. Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait. Mais papa, je veux essayer. Je veux redevenir ton fils, pas pour l'argent. Je sais que je ne mérite rien. Mais s'il y a la moindre chance, je ferai tout ce qu'il faudra. J'ai regardé cet homme brisé en face de moi. Et quelque part, sous des années de colère, j'ai revu le petit garçon qui m'aidait à déblayer la neige les matins d'hiver. Tu veux réintégrer cette famille? Alors tu vas le mériter. Je vais t'aider à trouver un travail. Du travail honnête. Tu te présentes, tu travailles dur. Tu prouves que tu as changé. Tu fais ça pendant 1 an et on verra où on en est. N'importe quoi, papa, a-t-il dit. Je ferai n'importe quoi. J'ai passé quelques coups de fil. Une petite société de gestion immobilière avait besoin de quelqu'un pour la maintenance. Un salaire d'environ 35 000 € par an. Daniel a accepté. Et à ma grande surprise, il a tenu bon. Quant au docteur Pasquier, je l'ai appelé après le procès pour la remercier. Quand je lui ai parlé des 75 000 €, elle a semblé choquée. Je ne peux pas accepter ça. L'oncle Richard voulait que vous les ayez. S'il vous plaît, il aurait insisté. Elle a réfléchi. Il y a un manque de structure pour les anciens combattants dans cette ville. Si j'acceptais, ce serait pour lancer un centre d'accueil de jour. Est-ce que cela honorerait sa mémoire? Il adorerait ça, ai-je répondu. Elle a lancé le programme 6 mois plus tard, le foyer des vétérans Morin. Le docteur Pasquier a demandé si Daniel serait intéressé pour y faire du bénévolat. Il y va 1 fois par semaine depuis 8 mois. Il aide, joue aux cartes, écoute. Le mois dernier, l'un d'eux, un vétéran de 90 ans nommé François, m'a dit que Daniel lui rappelait son petit-fils.
Ce jeune homme a bon cœur. On voit qu'il travaille sur lui-même. Il faut du cran pour ça. J'ai raconté à Daniel ce que François avait dit. Il a pleuré. De bonnes larmes cette fois. 1 an et demi s'est écoulé. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer une fondation offrant des bourses à des étudiants et j'ai fait un don d'1 million d'euros au foyer des vétérans Morin. Le reste, je l'ai investi en suivant la stratégie de mon oncle. Daniel et moi dînons ensemble tous les dimanches maintenant. Ce n'est plus comme avant, mais c'est quelque chose. C'est un début. Dimanche dernier, Daniel a apporté des pastéis de nata de cette même pâtisserie portugaise. « Je me souviens de ça », ai-je dit. « Je sais », a-t-il répondu doucement. Je me suis dit que peut-être qu'on pourrait en refaire une tradition, si ça te va. J'ai pris une bouchée. Ils avaient le goût des dîners du dimanche, des secondes chances, le goût de la famille. « Oui », ai-je dit, « ça me va. » Ce que l'oncle Richard m'a légué, au fond, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est une leçon sur la valeur des choses. Être présent. Faire ce qui est difficile quand personne ne regarde. Et parfois, c'est savoir reconnaître quand quelqu'un a mérité le droit de rentrer à la maison.